Alors, 5 films qui ont surpassé leur livre. Je pense que je vais pas être d'accord avec cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai prise. Parce qu'en fait, je me suis dit, il a parlé de Dune, et je trouve que dire que Dune a surpassé le livre, même celui de Villeneuve, non, je suis désolé, non. C'est très beau, ça présente très bien l'univers et tout, c'est très très beau, ça pour le coup. Mais surpasser le livre, non, pas du tout. Enfin, genre, il manque tellement de choses par rapport au bouquin. Je veux dire, toutes les intrigues politiques et tout, elles sont tellement... c'est niveau 1 sur 10. Si le niveau des intrigues politiques de Dune, de bouquin, c'est 10, le niveau dans le film, c'est 1, quoi. Donc on est vraiment très très loin du niveau d'intrigue qu'il y a dans Dune, quoi. Surtout, essentiellement, parce qu'on peut pas lire les pensées des personnages, quoi. Alors que dans le bouquin, tu t'es en permanence dans la tête de Paul ou de quelqu'un d'autre. Et comme c'est les Bene Gesserit capables de lire toutes les intentions des gens sur leur corps et sur leur visage, bah il y a des moments d'intrigue qui sont vraiment incroyables dans les bouquins, quoi. Let's go. Dune 2024 est une réussite. Oui. 710 millions au box-office et un troisième opus annoncé. Mais pas surpassé le Mais livre. c'était pas gagné. Beaucoup ont essayé d'adapter ce gros pavé et s'y sont cassés les dents. Une des tentatives était Pour les prometteuse adapter en mais n'a animé. jamais abouti. L'autre est carrément... Moi, c'est vraiment, j'en démordrai jamais. Hein. Dune, la meilleure manière d'adapter Dune, c'est de l'adapter en animé. Je veux dire, tu fais un animé à la Death Note ou un truc dans le genre pour Dune, ça marche parfaitement. Tu fais des pauses pendant un repas, un épisode de 20 minutes, ce serait que les mecs qui parlent dans leur tête, qui communiquent jamais à voix haute. Genre comme elle et Kira dans Death Note. Littéralement, il y a vraiment des scènes, il y a des chapitres entiers de Dune où c'est ça, où ils sont à table et ils sont juste en train de s'analyser les uns les autres, sans parler et tout. Des fois, ils échangent 2 mots et ensuite c'est un monologue de genre 3 pages derrière, juste pour analyser ce qui vient de se passer et tout. Et c'est incroyable, en vrai, ça à lire. En animé, ce serait trop stylé, je pense. C'est vraiment un truc... je sais pas pourquoi ils le font pas, pourquoi ils y pensent pas, mais vraiment, je pense que pour moi, c'est le meilleur médium pour adapter Dune, c'est une animation. Soit une série, soit un film d'animation, mais dans le genre animation japonaise où tu entends les pensées des personnages et tout, quoi. Je suis sûr que ça cartonnerait. désapprouvée par son réalisateur David Lynch, même si elle reste appréciée par certains. Mais même avec 2 films de plus de 5 heures, cette nouvelle version oublie des choses. La Ouais, ville un de paquet de spatiale ou la sœur de Ouais. Paul, eux présents dans le film de Lynch. Putain, merde, c'est vrai qu'il n'y a pas la sœur de Paul, attends, what the fuck. Mais si, je crois qu'on voit la sœur de Paul dans le deuxième... Mais si, dans le deuxième film, on voit la sœur de Paul. Si, on la voit, ouais, non? J'ai craqué. Un film semble ne qu'on la peut voit. juste pas retranscrire la densité d'un livre. À chaque adaptation, c'est le même débat. Est-ce qu'il vaut mieux lire le roman ou pas? Pour moi, le moindre changement, Vaut mieux c'est lire une le roman. trahison. Ça réduit la complexité 100% d'accord avec lui. Mais en même temps, je comprends pourquoi on peut pas faire Je comprends totalement pourquoi on ne peut pas tout mettre tout un livre dans un film ou dans une série. Enfin, quoique dans une série, ça se discute pour le coup. Je comprends pourquoi on peut pas tout mettre dans un film, mais je suis désolé, La Roue du Temps en série, les gars, vous avez sucré beaucoup trop de choses, quoi. Genre, faut arrêter d'abuser non plus, quoi. Peut-être tu décides d'adapter un truc comme ça, bon, bah tu pars du principe que tu vas devoir quand même développer, quoi. Bon, la série, c'est pas du tout ce qu'ils font, quoi. Ils coupent, ils charcutent dans tout ce qu'ils ont. Mais bref. C'est une autre histoire. J'avoue que, pour étant quelqu'un qui lit beaucoup, mais oui, du coup, quand tu lis un livre et que derrière tu mates le film et que le film il te charcute des trucs, il te saute des passages qui pour toi en plus sont extrêmement importants, ah, j'avoue que ça fait mal. Ça fait mal, quoi. Tu te dis putain, mais pourquoi ils ont retiré ça? Parce que du coup, le fait qu'ils aient retiré ça fait que c'est plus très logique que tel personnage il fasse ça, ou que tel personnage. Tu vois, c'est vraiment. C'est ça, quoi. Des fois, c'est des changements qui sont pas trop importants. Je trouve que Harry Potter a pas fait trop de changements hyper importants. Il y a des personnages très importants qui ont été supprimés, par contre. C'est dommage. Mais. On fait sans, Peeves, pour le coup l'esprit frappeur de Poudlard, et pas du tout dans les films, ce qui est dommage parce que c'est un personnage quand même très central de Poudlard, genre il fait partie des murs avec certains fantômes et c'est vraiment un des personnes, c'est l'équivalent d'un fantôme, c'est pas un fantôme, c'est l'équivalent d'un fantôme le plus important de tout Poudlard, quoi. Et c'est celui qu'on a supprimé des films, c'est dommage parce qu'il est vraiment omniprésent sur toute la série. Il y a pas mal d'autres trucs qui ont été supprimés, notamment dans les films, la lutte d'Hermione pour la liberté des elfes de maison, notamment, qui est un gros truc en vrai dans les bouquins aussi, et qui nous fait découvrir aussi tous l'arrière-cour de Poudlard, en gros tout ce qu'il y a derrière Poudlard, c'est-à-dire les elfes de maison en fait, parce qu'en fait la bouffe dans le grand hall de Poudlard, elle n'est pas créée par magie. Elle apparaît pas de nulle part, en fait c'est les elfes de maison qui la cuisinent en fait. Et ensuite elle est transportée sur les tables par magie là. Mais elle est cuisinée par des elfes de maison en cuisine et tout. Et on découvre tout ça, tout le côté caché de Poudlard qu'on connaît pas, qu'on du coup voit pas du tout dans les films. Bah dans les bouquins on les voit. On connaît en fait Poudlard comme notre poche à la fin des bouquins en gros quoi. Et ça c'est génial, ça rajoute un vrai truc quoi.
Et surtout que du coup ces elfes de maison, là ils arrivent après à la fin, pour la bataille de Poudlard tout à la fin, ils ont monté une armée et ils viennent s'attaquer, enfin sauver Poudlard en fait. Et ça c'est très stylé. C'est très très stylé. Bref, je comprends qu'un film fasse des modifications par rapport au bouquin. Je comprends pourquoi. C'est juste que c'est toujours chiant. Quand t'as lu le bouquin, c'est désagréable de t'en rendre compte. De l'univers, donc autant privilégier le roman plus complet et plus quali. Ouais. Pourtant, plein de films cultes sont tirés de bouquins, parfois avec des grosses modifications. Les Dents de la Mer changent le scénario pour se concentrer sur le requin, Forrest Gump adoucit son personnage principal, et même l'auteur de Fight Je savais Club même pas que reconnaît c'était les le adaptations, film est ces films. meilleur que son livre. D'accord, sur un livre ça peut aller, et encore, mais sur des sagas complètes et populaires c'est plus grave. Parfois c'est presque pas la même histoire qui est racontée. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Un film et un livre, c'est pas le même média. Normal de proposer une expérience différente. Mais quand le cinéma exploite à fond ses outils et son langage, il peut surpasser un roman. Tiens, prends Harry Potter, la meilleure scène n'est pas dans les... Attends, juste Hunger Games, je viens de voir Hunger Games. Il y a des trucs giga importants qui ont été retirés de Hunger Games par rapport au bouquin. C'est une dinguerie, putain. Des trucs qui expliquent tout le comportement de Katniss à la fin des films. Sucré des films, sucré, plus là. Donc tu sais pas pourquoi elle décide de faire certains trucs, donc pourquoi elle décide de buter la présidente au lieu de tuer Snow. Dans les bouquins c'est évident pourquoi elle le fait, hein. Dans les films, c'est pas très clair quoi. Putain, dans les bouquins elle a des très très bonnes raisons de le faire, et elle a des très très bonnes raisons de pas finir avec, je sais plus, Gabe ou machin là, et plutôt de finir avec Pita, aussi de très très bonnes raisons, et c'est la même raison pour laquelle elle a tué la présidente d'ailleurs. Donc, et ça dans le film c'est vraiment... Je crois que c'est à peine survolé, genre on l'approche quasiment pas, même pas le concept je crois, alors que c'est un truc vraiment hyper important quoi. les livres. Est-ce que vous Je vais pas- saviez je vais que pas l'un des spoiler. acteurs connaissait la fin de l'histoire avant tout le monde? Alan Rickman, l'interprète de Severus Rogue. Il connaissait le twist de son personnage dès le premier film. C'est l'autrice qui le lui a révélé pour l'aider à mieux jouer son rôle. Du coup, il se permettait de corriger les réalisateurs sur le plateau qui, eux, n'en savaient rien. Résultat, un des meilleurs personnages de la saga. Froid, impassible, mais torturé, menaçant et tragique. Et Ah, très putain, différent Rogue. des romans. Rogue est plus colérique, tyrannique, il fait vivre un calvaire à ses élèves en classe, s'acharne sur Neville, fait même pleurer Hermione. Ouais, dans les bouquins, Rogue, c'est vraiment une ordure, hein. Dans les films, c'est vrai qu'il est... Dans les films, il paraît froid et hautain, mais dans les bouquins, il est vraiment... C'est un bully, quoi. Genre, il harcèle vraiment ses élèves, et il fait clairement passer Serpentard avant toutes les autres maisons. Genre, il est vraiment... Il y a un vrai népotisme et tout, enfin, c'est un vrai délire, quoi. Il est beaucoup plus énervé que... Et c'est pour ça que ça laisse vraiment... Enfin, c'était dur de croire que c'était une bonne personne, au final. C'est pour ça que ça a été un choc, et c'était autant un bouleversement, en fait, de se rendre compte de ça. Parce que quand tu vois son comportement et tout, dans les bouquins, c'est très différent. Est-ce que dans les films, on sait que c'est lui, le prince de Sang-Mêlé, du coup? Je me souviens plus. Si, je crois qu'on le sait. Ça doit être évoqué à un moment. C'est ça, du coup, pareil, c'était assez... c'était une belle grosse surprise quand tu te rends compte que c'est lui dans les bouquins. Et en fait, tout est logique quand tu t'en rends compte, mais ouais. Un vrai tortionnaire, pire prof de la Terre. Un aspect de son personnage qui est à peine effleuré dans les films ou quand on le voit un peu... Ouais, en fait, dans les films, il est brusque, mais gentil, quoi. Genre comme un professeur sévère. Non, dans les bouquins, c'est pas juste un professeur sévère. Il maltraite ses élèves dans les bouquins. Il les maltraite vraiment. Rusard aussi maltraite des élèves, je crois, dans les bouquins. Martyriser ses élèves... En fait, de manière générale, je trouve que Poudlard est quand même vachement plus sombre et plus éducation de 1950-1960 dans les bouquins que dans les films, quoi. Blague. Même erreur pour le personnage de Drago Malfoy. Très apprécié par les fans, surtout les filles, ceux qui énervent un peu J.K. Rowling. Bah ouais les gars, c'est un harceleur, il est raciste, il est fasciste. Arrêtez de tout Ouais. lui pardonner et de lui inventer des excuses qui sont pas dans les livres juste parce que l'acteur est trop beau. Et c'est pas que ça, les films ont rajouté des scènes pour nuancer son personnage. Surtout dans le 6, où il est chargé de tuer Dumbledore. On le voit douter, galérer, et quand il craque, on a un peu de la peine pour lui. Ça devait aboutir dans le 8ème je me film souviens plus avec comment ça une se passe scène dans les coupée bouquins. pendant la bataille finale. On le voit courir vers Harry pour lui lancer sa baguette et lui permettre d'affronter Voldemort. Inventé par le film, ça montre la volonté du réalisateur de lui donner une rédemption, sortir de son endoctrinement et faire ses propres choix. Et c'est bien le problème des films. Ils inventent des trucs, mais quand il faut donner des éléments clés à l'intrigue, bah là y a plus personne. Genre le prisonnier d'Azkaban, mais quel massacre! Toute l'histoire des maraudeurs est passée à la Ah trappe, oui. du coup les spectateurs n'apprennent jamais qui a créé la carte. Putain, mais c'est vrai ça, putain. Oui, clairement, dans le film,
tu sais pas qui c'est qui a créé la putain de carte des maraudeurs, alors que dans le tome 3, dans le prisonnier d'Azkaban, c'est genre c'est l'élément central de l'intrigue, ça, et Sirius Black qui est en liberté avec les détraqueurs autour de Poudlard. Genre il y a deux choses quoi, ça et genre c'est hyper important parce que du coup en plus, c'est vraiment trop important pour le lore, parce que du coup, ça explique pourquoi Sirius, il peut se transformer c'est un animagus, pourquoi Queudver aussi c'en est un, pourquoi son père en était un, et c'est lié, tout ça, c'est lié à Rémus, qui était loup-garou, donc ils ont décidé de l'accompagner. Enfin bref, il y a tellement de trucs qui sont développés dans le bouquin qui sont pas développés du tout dans le film. C'est grave. Donc, du coup, dans le film, je crois qu'on sait même pas que le père de Harry c'est un animagus et qu'il peut se transformer en cerf. Du coup, ça nique toute la crédibilité, la continuité derrière du fait que James il crée une biche comme Patronus parce que la biche c'est du coup Lily, la femme, la compagne du cerf. Donc, enfin, il y a beaucoup de, ça nique beaucoup de choses quand tu retires des trucs comme ça des fois. Après, pour le coup, quand ils ont sorti le 3 en film, il y a des chances que les derniers bouquins n'étaient pas sortis. Donc ils ont un peu cette défense-là ils savaient probablement pas encore que Rogue était gentil et que il était amoureux de Lily et tout quoi. Pourquoi Rogue les déteste? Pourquoi le Patronus d'Harry est un cerf? C'est pile le moment où la saga gagne en Oui voilà, le ampleur. Patronus d'Harry est un cerf parce que son père s'est transformé en cerf. Voilà. Et c'est pour ça que lui il pense que c'est son père qui l'a sauvé. Parce que son père se transformait en cerf. Donc c'est pour ça que dans cette scène, il pense que la personne qui le sauve avec son Patronus, c'est son père, puisque son père se transforme en cerf. C'est logique en fait pour lui, mais dans le film, c'est pas logique. On comprend pas pourquoi il croit que c'est son père. Il croit que c'est son père parce que il l'a senti. Tout manque. Pourtant, ça reste le film préféré de beaucoup de gens. Ah, c'est parce que L'ambiance c'était et un tournant. l'esthétique plus sombre Ouais, seront l'ambiance, elle reprises était par ouf. toutes les adaptations suivantes. Ouais. L'arrivée des détraqueurs est juste iconique. Aussi, la scène de vol sur le hippogriffe est beaucoup plus longue que celle du roman, qui, elle, c'est juste quelques lignes et il n'y a même pas de lac en plus. Harry n'y est d'ailleurs pas très à l'aise. Il préfère clairement voler sur un balai, alors que dans le film, il hurle de joie, porté par la sublime mise en scène et la musique. Un vrai moment de cinéma. Faut que je rebatte tous les films. Ou que je relise tous les bouquins. Et ça va prendre un peu plus de temps. Alors que remater tous les films, c'est plus simple quand même. Après, il y a la série qui arrive bientôt. Enfin, oula, bientôt. Pas sûr du tout en fait. Peut-être pas du tout bientôt, mais normalement, il y a une série qui est censée arriver. Pour le coup, celle-là, je la materai. Ce sera peut-être nul à chier, mais je la materai. Les films surpassent les livres quand ils osent prendre des libertés. Dans le 7ème volet, nos héros sont en cavale. Inquiet pour sa famille et victime d'un maléfice, Ron finit par quitter le groupe. Au fond du trou, Harry et Hermione partagent un moment de complicité et dansent ensemble. Pas de dialogue, juste la musique et l'alchimie entre les acteurs. Un beau moment qui retranscrit très bien l'amitié. Les deux derniers des films, ils sont personnages. trop beaux. Hein. C'est l'une des scènes inédites Enfin, le les dernier plus film en appréciées deux parties. à la fois par les trop fans beau. du livre et des films. Mais là, tu mets en avant des choses qui sont pas comparables. La musique, le casting, l'image. Évidemment que le cinéma fait mieux. Le livre n'a pas tous ses outils à disposition. Ah, faudrait me montrer un vrai ajout par rapport à l'œuvre d'origine. Ouais. Quelque chose que l'auteur n'a pas mis, mais qui améliore significativement l'histoire. Enfin, c'est un peu putaclic comme titre du coup, parce que si c'est là on n'est pas sur... Le titre de la vidéo c'est 5 films qui ont surpassé leur livre, mais là c'est 5 scènes qui ont surpassé leur livre à la limite, mais pas 5 films, parce que les films en eux-mêmes ont jamais surpassé les livres quoi, Chose comme pas un film entier. Le Seigneur des Anneaux, la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Alors Non. je te vois venir. Tu Non. vas parler Il va parler de... Toriel, personnage inventé pour le film Le Hobbit Ouais. parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. Alors désolé, mais c'est la pire idée du monde. On crée une elfe guerrière et on lui file une romance bâclée, un vieux triangle amoureux avec Legolas et un nain qui meurt de toute façon à la fin. C'est vide et c'est Truc qui inutile. n'existe Pour les absolument pas dans le puristes de bouquin. Tolkien, son existence est non seulement incohérente, mais aussi un manque de respect colossal à l'auteur et à son univers. Le Hobbit prend énormément Bah déjà les elfes ils se blairent... les elfes et les nains ils se blairent pas, et... Dans le Hobbit, de toute façon, dans le bouquin, la bataille des 5 armées n'existe pas. Enfin, elle existe, mais comme Bilbo, il prend un coup sur la tête au début de la bataille, bah il se réveille à la fin. Et nous, le lecteur, c'est pareil que lui, quoi. On se réveille à la fin. Donc, tout le 5e film n'existe pas. Voilà. 3e film de n'existe liberté pas. pour transformer un livre de jeunesse en saga épique, et Toriel n'est qu'un des nombreux exemples. Mais j'ai bien dit Après, les le films sont cool. Seigneur des Anneaux. Certains personnages y sont plus développés, comme Arwen, l'elfe amoureuse d'Aragorn. Par exemple, dans le premier opus, c'est elle qui Ah ouais. sauve Frodon des forces du mal à la place d'un autre personnage dans les livres. Ça la présente comme une cavalière douée. Et C'est qui dans les livres déjà?
Bah, c'est pas Tom Bombadil dans les livres? Ou Aragorn? Censé préparer je sais son intégration dans la bataille du deuxième film. Après, cette idée a été abandonnée, ça divergeait un peu trop des bouquins. Mais à la place, ils ont décidé de donner plus de scènes sur son histoire d'amour, qui est à peine développée dans les livres, le personnage d'Arwen y étant quasi inexistant. Les films ont donc forcé le trait, une union impossible, un bijou offert pour prouver ses sentiments. Ouais, ok, mais en vrai, même dans les films, elle est un peu anecdotique, hein. Enfin, elle est sympa et tout, mais on comprend quasiment rien à leur histoire, même dans les films. Enfin, y a rien qui est développé, il y a très peu de flashbacks. Enfin, on se doute de certains trucs, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment très... On aborde même le truc vraiment très en surface, même dans les films, en vrai. Hein. Arwen qui tient tête à son père, un triangle amoureux. Mais c'est complètement l'inverse dans le roman. La relation n'est jamais remise en question, Aragorn se lance dans la quête de l'anneau justement pour gagner le droit d'épouser sa bien-aimée. Y a pas tout ce drama sur « Non, mais vous devez partir avec votre Putain, cet acteur, il est tellement beau gosse, cet acteur, là. Putain, c'était le meilleur acteur pour jouer Aragorn. Hein. peuple. Oh, mais je vous aime. Oui, mais votre père n'est pas d'accord. Et bla 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 bla. Sachant que son père, c'est un demi-elfe, du coup. Elrond. Je suis pas au courant, mais en fait, je me suis rendu compte de ça dans les Anneaux de Pouvoir. Et si leur romance n'est pas abordée dans le roman, toute une partie leur est dédiée dans les appendices, un ensemble de textes qui développent l'univers du Seigneur des Anneaux. Les scénaristes y ont piqué des éléments pour pouvoir écrire les scènes du film. Ils se sont aussi inspirés d'une autre romance, celle de Beren et Lúthien. Cette histoire est mentionnée brièvement par Aragorn dans les scènes coupées. Logique, c'est la même que la sienne. Une elfe et un mortel qui tombent amoureux, mais le père de la jeune elfe n'autorise le mariage que si Beren accomplit une quête impliquant un seigneur des ténèbres et un anneau de pouvoir. C'est probablement l'un des mythes les plus importants de Tolkien. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à sa propre vie amoureuse. En 1908, il rencontre Edith, celle qui deviendra sa femme. Problème. Putain, je l'ai vu Tolkien, et j'ai vu le film Tolkien qui parle, enfin c'est un biopic sur Tolkien. Il était sympa d'ailleurs, mais j'ai oublié complètement de quelle scène il parle. Et elle, protestante. Son tuteur lui interdit donc de la voir et le pousse à continuer ses études. J'ai complètement oublié cette partie-là. Plus tard, à sa majorité, que Tolkien finit par demander Edith en mariage. La jeune femme rompt alors ses fiançailles avec un autre pour le rejoindre. Ils se marient la veille de la Première Guerre mondiale et le resteront jusqu'au décès d'Edith en 1971. Sur sa tombe, Tolkien fera graver le nom de Lúthien et à sa propre mort, on y ajoutera celui de Beren. C'est stylé. Ainsi, c'est très stylé. À cette romance à travers Arwen et Aragorn, c'est probablement le plus bel hommage qu'on puisse faire à l'auteur. Et c'est comique quand on sait que les ajouts que préfèrent les fans, c'est plutôt les scènes d'action. Bon, vous êtes bien sympas les gars, mais tous ces films, je les vois où? Il y a même plus Hunger Games sur Netflix. Fais comme nous, utilise CyberGhost VPN. Je le voyais venir, le VPN qui arrivait là. Disney+, Netflix, HBO Max sont limités en fonction de là où tu habites. Mais si tu changes ta localisation, tu peux les exploiter au maximum. Avec un VPN, c'est plus de 40% de contenu supplémentaire en français, sur plus de 40 services de streaming. Un vrai couteau suisse qui en plus te protège des dangers du web. Ah, ça m'intéresse. Je crois que les fans de cinéma français sont toujours à mes trousses. Tu n'as pas bien protégé tes données personnelles. Avec CyberGhost VPN, tu deviens invisible. Cache ton IP pour éviter les attaques informatiques indétectables, intraçables, comme un fantôme. Ouais, pas mal, mais j'ai déjà un antivirus. Pourquoi je paierais pour ça? J'ai vraiment deux VPN sur Internet. NordVPN et CyberGhost. On croit les sponsors en tout cas. Disney Plus 9€ par mois. En Inde, le même abonnement n'est qu'à 2,80€. Pareil, mets ton IP en Argentine et paye seulement 1,50€ pour Spotify. Je t'ai vu regarder des billets d'avion pour le Japon. Prends-les en passant par une IP locale. Tu les payeras beaucoup moins cher. C'est super simple. Tu choisis ton pays, tu lances en même pas 3 clics, c'est parti. Bien sécurisé, 5 étoiles sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs. Service client en français disponible 7 jours sur 7. Jamais utilisé CyberGhost. Moi j'utilise NordVPN. Sous 45 jours. Sur Cinématrash, on vous fait une super offre. 83% de réduction et 4 mois gratuits. Le tout sur cet appareil. Pratique pour partager en famille ou entre amis. 2€ par mois, qu'il soit sur PC, mobile, console, Smart TV. Ça marche. Le lien est en description. Allez voir pas ça. Cher.
Hunger Games, quand l'auteur profite des films pour corriger sa propre œuvre. Hein? Il y a des choses que le cinéma ne peut pas adapter. Par exemple, la narration à la première personne de Hunger Games. Ouais. Même en tournant les films à la caméra subjective, ça serait pas intéressant. Les scénaristes ont donc choisi de se détacher de l'héroïne pour développer l'univers. C'est grâce à ce changement que le deuxième film est probablement le meilleur de la saga. On y suit Katniss après sa victoire, elle rencontre le président Snow et déclenche malgré elle les premiers actes de révolte. Le 3, c'est le meilleur, On a de toute des façon. nouveaux jeux, mais cette fois-ci les participants Enfin, seront 3, tirés la parmi deuxième partie. les précédents vainqueurs. Et donc Katniss va devoir retourner dans l'arène. Dans le livre, cette longue introduction traîne un peu parce qu'on ne fait que deviner ce qui se passe dans l'ombre. Mais à l'écran, on voit toute la machination pour se débarrasser de Katniss. Ça culmine jusqu'à la scène du tirage des participants. Mais- Le roman règle ça en une seule phrase. Merde, je viens de Et me le mute. film prend le Est-ce que c'est vraiment mieux du coup? Est-ce que franchement, le fait que tout soit sous nos yeux dès l'introduction, c'est mieux? Je suis pas sûr, hein. En vrai, le fait que Katniss le découvre au fur et à mesure et qu'elle comprend ce qui est en train de se passer, enfin, elle comprend même pas forcément elle, c'est peut-être probablement, je me souviens plus, je crois que c'est peut-être des gens qui lui, c'est sûrement des gens qui lui expliquent même. Parce que même tout ce qui est révolution et tout, tu comprends rien à la révolution, hein. La révolution dans le tome 2, tu la vois pas, hein. À la fin du tome 2, il y a le dôme qui explose et Katniss qui est récupérée par les révolutionnaires. Mais à ce moment-là, t'as rien vu de la révolution encore. T'es pas au courant, toi, hein, du tout de ce qui se passe à l'intérieur du dôme depuis depuis que le tome 2 a commencé, quoi. Alors que dans le film, tu vois tout ce qui se passe, tu vois toute la révolte et tout. En vrai, je me demande si c'est pas mieux quand même comment ils ont fait dans le livre où tu te rends compte à la fin que pendant qu'elle est en train de se battre pour sa vie, tout le monde l'a érigée en héroïne et en leader de la révolution. Parce qu'elle a jamais demandé pour le coup, parce que dans les films, elle joue vachement le truc de non, j'ai rien demandé, mais en fait, elle se met un peu en avant quand même. Dans les bouquins, alors là, elle se met jamais en avant. Sauf quand son ego rentre un peu trop en compte, ce genre de truc, mais elle cherche pas du tout à aller diriger une rébellion ou à créer une rébellion ou quoi que ce soit. C'est même pas une idée dans sa tête, quoi. C'est vraiment juste, wesh, je dois resurvivre encore une deuxième fois au Hunger Games, nique sa mère, comment ça va être chaud. Et tout le livre, c'est quasiment ça, quoi. Genre, putain, comment on va faire pour survivre et tout. Et au final, à la fin, elle découvre tout ce que ses actions ont engendré, mais elle était pas du tout au courant, quoi. Pas du tout. le temps de Il montrer me semble. l'injustice de la Ça fait un situation moment que je l'ai et lu, se concentre surtout sur le sort du love interest de Katniss qui a peut-être une chance d'échapper au jeu. Hunger Games est une adaptation très fidèle. Pareil pour le film préquel sorti l'année dernière qui raconte la jeunesse du président Snow et son histoire d'amour avec une participante des jeux. Le déroulement des Hunger Games est légèrement différent par rapport au roman, mais c'est surtout pour les rendre plus cinématographiques. À un moment, des serpents Ah bah attends, il y a un bouquin qui fait ça, qui parle de ça aussi, je l'ai pas lu celui-là. Du coup, le bouquin préquel. venimeux sont lâchés dans l'arène. Dans le livre, c'est que une des nombreuses péripéties des jeux, ça arrive en plein milieu. Mais dans le film, c'est le bouquet final, le moment où les derniers je l'ai pas du participants tout vu, sont celui-là. tués. C'est plus visuel, plus spectaculaire. Le plan où les serpents s'enroulent autour de l'amoureuse de Snow qui se met à chanter est une belle illustration du titre. Si le reste du film n'est pas toujours à la hauteur, au moins ça, c'était puissant. Il est sympa Hunger ce film, Games, j'ai bien une aimé. adaptation fidèle, alors que pourtant il y a un changement énorme dans les deux derniers films. Et c'est le personnage d'Effie. Mais si, celle qui est habillée en rose et qui dit la fameuse réplique. Puisse le sort vous être favorable. Dans les livres, elle est retenue au Capitole et on ne la retrouve qu'à la toute fin, mais dans les films, elle est capturée par les rebelles et participe à la révolte de Katniss. Mais ça n'a rien à voir donc. Effie représente l'habitante basique du Capitole, superficielle et ignorant la dure réalité du régime totalitaire. Certes, elle finit par s'attacher à Katniss et avoir de la peine pour elle. L'intégrer à la rébellion, c'est censé compléter sa progression de personnage. Mais son retournement idéologique n'est pas du tout développé. On ne montre pas ses remises en question, ses motivations, puisque ces éléments sont absents du livre. Mais surtout, moi, il me semble que quand même dans le 3, les plus grosses différences entre le bouquin et le livre, le bouquin et les films, il me semble que c'est genre, je trouve le syndrome PTSD de Katniss et tout qui est complètement déprimé, on le voit un peu. En fait, je trouve que de manière générale, les livres de Hunger Games sont bien plus négatifs que les films. Genre en termes de mental et tout, enfin Katniss, c'est simple, Katniss dans le tome 3, c'est un légume. Genre, elle a plus aucune volonté de vivre. Si elle pouvait choper un flingue et se tirer une balle dans la tête, probablement qu'elle le ferait. Vraiment. Et même à la fin du 3, je me souviens que genre à la fin, elle est genre, bah ouais, ils ont gagné quoi. Mais putain, qu'est-ce qu'ils ont perdu pour gagner? Enfin, franchement, parce que genre elle est vraiment à la fin en mode, avec ses gosses, machin, elle est genre...
dans le film, je trouve qu'elle est même pas assez brûlée. J'avais vraiment l'impression que dans le bouquin, elle était plus brûlée que ça, plus comment défigurée encore que ça. Et surtout, genre, bah c'est pas ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, quoi. Ils eurent des enfants, effectivement, mais vécurent heureux, pas trop, quoi. Genre, elle est en mode RE5 en permanence, RE5 en permanence, les gens qu'elle a pas pu sauver, et toute sa vie, en gros, quoi. Le bouquin finit comme ça en mode genre elle est dans un pré avec ses enfants et avec Pita je crois et elle est en mode elle pense aux cadavres qui sont enterrés sous le sol et tout en gros enfin elle est complètement déprimée as fuck et tout le tome 3 elle est déprimée as fuck et Finnick l'est aussi genre Finnick il est déprimé genre Finnick il est même au-delà de déprimé il est genre le mec est en train de tomber presque dans la schizophrénie quoi tellement le monde l'a déglingué quoi. Et ça, dans les bouquins, je trouvais que c'était vraiment très très bien fait. Les personnages, la souffrance des personnages, elle est très très bien montrée dans les bouquins, je trouve, dans Hunger Games. Dans les films, ils ont l'air de moins souffrir quand même. On voit qu'ils souffrent quand même. Franchement, c'est quand même pas trop mal fait, faut pas déconner. Je vais pas non plus aller cracher dessus, j'ai quand même kiffé les films. Hein. Mais c'est vrai que les bouquins sont quand même vachement plus pessimistes et tout au final. Et il y a vraiment un gros changement sur la fin du tome 3, je sais pas s'ils vont en parler, mais le fait que Prime, la sœur de Katniss, elle se fasse cramer juste devant elle à la fin de la guerre. En fait, il me semble qu'il l'aborde un peu dans les films, mais c'est beaucoup plus foreshadowé et tout dans les bouquins, parce qu'en fait, le mec dont elle est amoureuse à la base, Gabe, je crois que c'est Gabe, lui, c'est un boss de ouf pour créer des pièges, et il élabore des techniques d'appât et trucs, et qu'il met en place à la guerre, en fait, et notamment, en fait, ça devient un stratège pour les rebelles, et il met au point des stratagèmes qui sont vraiment hyper vicieux, mais vraiment, hein. Très très vicieux pour battre leurs ennemis. Et en fait, un de ces stratagèmes, Katniss elle va se rendre compte que c'est ce stratagème qui a été utilisé pour tuer sa sœur en fait, à la fin du tome 3. Et en fait, à ce moment-là, elle se rend compte que c'est pas leurs ennemis qui ont tué sa sœur. C'est la présidente, je sais plus comment elle s'appelle, la chef des rebelles en gros, qui a mis en place un appât pour tuer sa sœur, pour que Katniss soit plus motivée à aller tuer le président Snow et tout en gros quoi. Et quand elle se rend compte de ça, bah forcément, Gabe, on sait pas si Gabe savait ce qui allait se passer ou pas, on sait pas si... mais c'est même plutôt sûr qu'en vrai, il était pas conscient que son piège et tout allait être utilisé comme ça, parce qu'il aimait Katniss et Prime, mais le fait que Gabe ait été impliqué dans la création de ce stratagème, ça fait que Katniss elle peut plus jamais être avec lui, et c'est la raison principale qui fait qu'elle finit pas avec lui, parce qu'il a participé au meurtre de sa sœur. Et pourquoi elle finit par tuer du coup la présidente d'une flèche et pas Snow, c'est parce qu'elle a compris ça à la fin. Il me semble que ça c'est quand même abordé dans les films, mais quand même assez... on reste pas beaucoup dessus quoi. Alors que dans les bouquins c'est vraiment une révélation où genre elle a gagné la guerre, elle s'est battue pour les rebelles, elle a gagné la guerre pour les rebelles, et les rebelles ont tué sa sœur. Enfin, c'est genre... et volontairement et tout, c'est pas un accident, quoi, c'était volontaire. Ils ont fait en sorte que Prime soit là à ce moment-là, quand ils lâchent les bombes et tout, enfin, c'était un délire, quoi. Donc ça c'est, je sais pas, on va voir s'ils vont en parler, mais moi je trouve que de manière générale, Hunger Games c'est vachement plus pessimiste et plus sombre dans les bouquins que dans les films. Pourtant, c'est l'autrice elle-même qui a demandé ce changement. Elle avait adoré le personnage dans les 2 premiers films. Un coup de fil au réalisateur et la voilà intégrée dans la suite. L'actrice en a d'ailleurs bien profité. À la fin du 4e opus, elle échange un baiser avec Haymitch, le mentor des personnages principaux. C'est furtif et pas dans le roman, mais les films leur ont donné plus de scènes ensemble, où on peut sentir un petit flirt. Le baiser a été improvisé par les acteurs, ça a plu au réal et il l'a gardé au montage. Oh, c'est mignon. Ok, si c'est fait avec l'accord de l'écrivain, ça va. Mais parfois, t'as des réalisateurs mégalos, perfectionnistes qui se prennent pour des génies et qui en ont rien à faire de la vie de l'auteur. Shining manquait complètement de respect au livre d'origine. Ah oui, Shining. Pour le coup, Shining, je l'ai lu aussi. Et alors, par contre, le film, je crois que je l'ai pas fini. Mais je connais la fin du film. En gros, je crois que dans le film, corrigez-moi si je me trompe, Jack finit gelé dans le labyrinthe à l'extérieur de l'hôtel Overlook. Dans le bouquin, Jack finit brûlé avec l'explosion de l'hôtel. Donc bon, c'est pas du tout la même fin du coup. Vraiment, il y en a un où il finit gelé, l'autre où il finit brûlé, quoi, littéralement. Et surtout, en fait, à la fin du bouquin, l'hôtel, il explose, en fait. L'hôtel, il explose. Les démons de l'hôtel, ils explosent avec... Et tout ça, c'est à cause de la chaudière. La chaudière qui, depuis le début, il y a un gimmick là-dessus où il arrête pas de réparer la chaudière, machin. Elle monte en pression, elle monte en pression. Et en fait, quand il pète un câble, bah, il arrête de réparer la chaudière et du coup, elle finit par complètement exploser, quoi. Et c'est comme ça que le gamin et sa mère, ils sortent et puis la chaudière, elle explose et l'immeuble, l'Overlook, il part en flammes instantanément, cramant tous les démons, tous les fantômes et tout qu'il y avait dedans, quoi. Et notamment, il me semble que c'est
Il y a une entité malveillante dans l'Overlook qui fout vraiment la merde, en gros, il me semble. Hein. Et donc, oui, bah le film se finit juste pas... C'est pas la même fin, en fait. L'Overlook est pas explosé, en fait, à la fin de Shining normal, il me semble. Et enfin, je veux dire, vraiment, opposer le fait qu'il meurt gelé au fait qu'il meurt brûlé, c'est vraiment presque se foutre de la gueule de l'auteur, quoi. Surtout que c'est quand même deux grands noms, quoi. C'est-à-dire Shining, Stephen King. Donc bon, un très grand nom quand même. De l'autre côté, t'as Kubrick. Bon bah les mecs ont décidé de pas se respecter l'un l'autre. Enfin non, c'est surtout Kubrick qui a décidé de pas respecter Stephen King. On n'a pas dit qu'on parlait que de saga. Ouais, mais là, c'est un cas très grave. Oh mais Shining, c'est un chef-d'œuvre absolu du cinéma. Tout est iconique, les plans, le casting avec genre Jack Nicholson au sommet, la musique. Et surtout l'histoire de cet écrivain enfermé avec sa femme et son fils dans un hôtel hanté en plein hiver. C'est tellement bien que ça a été parodié des centaines de fois et ça fascine encore aujourd'hui. Même si je sais, tout le monde le sait, oui c'est adapté d'un roman de Stephen King et ça ne respecte pas du tout son travail. Et comment que ça respecte pas son travail? Dans Pas le du livre, tout, ouais. y a pas de labyrinthe, pas de jumelles cheloues, Oui, il y a pas de labyrinthe, c'est des animaux. Il y a des haies, mais c'est des haies taillées en forme d'animaux, quoi. Qui bougent d'ailleurs et tout. Je crois qu'à un moment ils se font attaquer d'ailleurs par un animal, je crois qu'ils les appellent les animaux en buis. Il n'y a pas de labyrinthe, mais je crois qu'il y a des jeux pour enfants ou des tuyaux, ou des trucs dans le genre. J'ai à moitié un vague souvenir de ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Pas de hache, à la place, il y a un gros maillet. Et surtout, la plus grosse trahison, c'est le... Et je crois que Jack, il se fait déboîter sa mère par sa femme dans le bouquin. Il semble que c'est dans le bouquin. Elle le fracasse. personnage de Jack. Dans le film, tu lui fais jamais confiance, ça se voit que le mec il est pas stable et qu'il peut complètement vriller. Mais le Jack du roman est un vrai père de famille. Alors certes, il est alcoolique et il est violent, mais il essaie de recoller Attends, il y a une autre version de Shining que celle de Kubrick? What the fuck? et de s'en sortir, comme Stephen King qui Je à savais pas. l'époque se battait lui aussi contre son addiction à la boisson. Il n'a pas du tout... Ouais, alors clairement, par contre, Stephen King, il met beaucoup de lui dans ses bouquins. Hein, parce que le personnage de Jack, c'est clairement Stephen King. Hein, vraiment. Mais l'adaptation, il ne se gêne pas pour le dire. Il compare le film à une Cadillac sans moteur, jolie à regarder, mais sans âme. Les Ouais, deux bah, ça fins change. représentent bien la différence de traitement. La version de Kubrick finit dans le froid, avec Jack qui meurt gelé. Ouais, c'est vraiment À un opposé, moment, c'est un il délire, se fait quoi. exploser avec l'hôtel pour sauver sa famille, ça finit dans le feu et la chaleur. Ouais, c'est ça, Pourtant, vraiment, King avait rien à écrit voir. un script pour le film. Kubrick n'en a pas tenu compte. De son côté, l'écrivain fera une mini-série beaucoup plus fidèle. Et absolument ridicule. Ah, c'est ça, c'est la mini-série faite par King, ok, d'accord. C'est vrai que j'en avais entendu parler, j'avais zappé. Tu ne peux pas surpasser Ouais, le ça fait. film de Kubrick. Ok, il a fait ce qu'il voulait. Oui, mais parce que c'est un Kubrick, c'est un maître du cinéma, quoi. En fait, cinématographiquement, le film est vraiment bon, quoi. Genre, c'est vraiment, vraiment très, très bon, même. C'est juste qu'effectivement, en termes d'adaptation, c'est pas une très bonne adaptation, quoi. Tu es des adaptations littéraires. Docteur Folamour par exemple, il a bossé avec l'auteur Pas pour vu. changer le ton de l'histoire. D'un thriller, on est passé à une comédie noire et on a créé le personnage éponyme. Alors je suis désolé, mais King est juste un gros rageux. Oh bah oui, tout de suite, allez. Non, c'est pas un rageux, wesh, le mec a écrit un bouquin. Bon, il a peut-être pas envie qu'on aille changer son histoire, quoi. Bon, ça me foutrait le seum, moi, à sa place aussi, hein, franchement. Les adaptations qu'il aime bien, genre Stand By Me ou Les Évadés, et il préfère largement la fin de The Mist de 2007 à celle qu'il a écrite. J'ai pas lu Alors, son- attention, spoiler, sa version de The Mist. perdu dans une brume Oh, la fin de The Mist, quel enfer. La fin de The Mist en film, quel enfer. Pire film. Franchement, c'est honnêtement peut-être dans mon top 5 des pires séries et des pires fins de film. Et pas en mode pire, genre c'est nul. Non, en mode pire, genre traumatisme de fou. Genre, c'est horrible comme fin. grouillante de monstres, le héros tue Ah, ses avec, compagnons et son... Le daron qui gueule à la fin, collé à la voiture, là, avec la musique qui se lance d'un seul coup et les soldats qui sont en train de cramer les bêtes survivantes. Enfin, c'est pour horrible. leur éviter une mort atroce, C'est horrible. avant d'être secouru par l'armée qui avait la situation sous contrôle. S'il avait attendu quelques secondes, Voilà, son c'est- enfant serait sain et sauf. Une fin choc, controversée, Ah mais et ouais, il a tiré une balle dans la tête de son fils et tout, quoi. Putain, le mec s'est préparé à aller se faire bouffer par des monstres. En mode, oh, j'ai épargné le pire aux gens que j'aime. Maintenant, je vais me donner la mort. Et merde, j'aurais attendu 5 minutes de plus. L'armée venait nous sauver. Et en fait, c'était bon, quoi. C'est horrible, vraiment. Dit par King, Shining a une suite, Dr. Sleep, où on retrouve le fils de Jack Ah, je l'ai devenu vu. adulte Je l'ai pas lu, forcé celui-là, de par contre. retourner à Je l'ai l'hôtel. juste lu. L'adaptation cinéma Vu. fait référence J'ai au juste film vu. culte tout en respectant le roman. À la sortie, King dira que son visionnage l'avait réconcilié avec le travail de Kubrick. Si le cinéma peut trahir une œuvre d'origine, il peut aussi corriger les erreurs et réunir des visions différentes. Et parfois, l'auteur lui-même peut reconnaître qu'une adaptation a fait mieux que son roman. Ouais, je suis d'accord, boss, mais tu fais quoi là Parce que la vidéo était presque finie, on arrivait à la belle conclusion là.
là? Oui, 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 j'ai bien vu votre stratégie, parler de Shining pour pas aborder une certaine saga dont l'adaptation a pourtant fait couler beaucoup d'encre. Ouais, non mais bon. Game of Thrones, c'est encore un cas à part. Les bouquins, ils sont pas finis d'écrire, ils seront jamais finis d'écrire en vrai, faut arrêter de rêver. Martin, il a plus ou moins dit que la fin de Game of Thrones, ça l'avait un peu dégoûté de ses bouquins. Et il a toujours pas sorti son putain de Winds of Winter, sachant qu'il reste encore quelque chose comme 2 tomes après Winds of Winter, ou 3, je sais plus. Enfin, on n'aura jamais la fin, hein. C'est impossible. À moins que le mec se tape une déterre à partir d'aujourd'hui et qu'il charbonne. Mais il a quel âge, Martin? Attends, il a plus de 70 ans, lui. 76 ans, il a 76 ans, le gars. Enfin, va falloir qu'il se dépêche à un moment, hein. Autrement, on les aura jamais. Qu'on attend la suite des romans. Bon, ok, la série. Non, Couler beaucoup d'encre. Game of Thrones, la série est finie, mais pas les livres. non, Miley, on peut pas en parler à chaque fois. Ça fait plus de 10 ans qu'on attend la suite des romans. Bon, ok, la série a de super scènes qui n'ont pas Plus de 10 ans. empathie. Genre l'attaque Je du camp des confirme. sauvageons, la mort d'Odor, la Sorti résurrection quand de Jon Il y Snow. a 4 mois. Les scénaristes se sont progressivement détachés de l'intrigue et des livres pour proposer une fin. Qui sera meilleur hein, si George R. R. Martin arrive un jour à l'écrire? Bah... George R. R. Martin, il a dit que la fin de la série était plus ou moins proche de ce qu'il avait prévu de faire en bouquin, hein. C'est pour ça d'ailleurs que ça le fait chier d'écrire la suite, parce que bah, comme les gens, ils ont tous eu le seum de sa fin, en série, bah, il est en mode, oh, fait chier, j'ai pas envie d'écrire une fin que personne n'a aimé, quoi. Mais la série n'a pas attendu ce moment pour proposer du contenu original. Tywin et Arya partagent tout un arc de la saison 2, énormément apprécié, mais complètement inventé. En fait, les livres suivent l'intrigue à travers les yeux de certains personnages. Et il y en a, hyper importants dans la série, qui n'ont jamais eu leur point de vue développé dans les romans. Baelish, Tywin, Varys, les Tyrell, donc des scènes cultes ont été inventées. Le Power is Power de Cersei, cette putain de connasse là, ou le fameux Chaos is the Lada de Baelish, hein, voilà, le GOAT, comme on dit, le GOAT de Game of Thrones. Putain, je suis une fangirl de Baelish, hein, évidemment, toujours. La série en joue. À la fin de la saison 4, 2 chevaliers s'affrontent dans un des meilleurs combats de la saga. Personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer, parce que cette rencontre n'arrive jamais dans les livres. Tous avaient peur pour leur personnage. Même avant de ne plus avoir de romans adaptés, les créateurs de la série ont zappé certains éléments. Le plus grave, selon l'auteur, Lady Cœur de Pierre. C'est la mère des Stark ressuscitée après les noces pourpres. Martine est très déçue qu'elle n'apparaisse pas. Dans les livres, elle a surtout commencé à se venger de ceux responsables de sa mort, dont les Frey et les Lannister, je savais même mais pas. elle est censée avoir un rôle Parce que je crois que moi, je suis toujours au tome 1 de Game of Thrones. important dans la suite. Je comprends la décision de pas l'inclure. L'épisode où Ou elle deux, je sais meurt plus. est l'un Hein des plus traumatisants. Je sais plus. La faire revenir, ça aurait minimisé son impact et fait doublon avec la résurrection de Jon Snow dans la saison 6. A l'inverse, Martin adore le personnage de Shae dans la série. Ce qui est marrant, parce que Martin, je me souviens d'un truc, d'une interview de lui où il parlait du fait que le truc qu'il avait le plus apprécié dans le Seigneur des Anneaux, c'est quand il voit Gandalf mourir. Ça l'avait choqué parce que il s'était rendu compte qu'on pouvait tuer les personnages de cette manière-là, les personnages principaux aussi brutalement. Et ensuite, il avait été vachement déçu quand Gandalf était revenu en Gandalf le blanc après. Du coup, il avait dit bah, que lui, c'était un truc qu'il avait voulu faire dans ses bouquins, c'était tuer les personnages vraiment très importants et tout. Et au final, bah, il y a quand même beaucoup de résurrections dans Game of Thrones. Donc, même lui, il n'arrive pas à se débarrasser complètement de ses personnages très importants, quoi. Il aime bien les ramener quand même. Souvenez-vous. Bon, la après, il y en a qui l'a pas ramené, clairement, et qui étaient très importants. copine de Tyrion dans la première saison, les deux ont une jolie romance qui finit tragiquement, et bien dans les livres, elle n'est pas du tout amoureuse de lui. Ça a l'air de rien, mais ce changement permet à la Shae de la série d'être un vrai personnage avec des motivations et du caractère. Et ça rend sa trahison beaucoup plus cruelle quand elle témoigne contre Tyrion à son procès. Dans House of Dragons, c'est pareil, le roman est une compilation de documents historiques. Ça ne permet pas de connaître les motivations de tout le monde, la série est une narration plus classique, plus proche des personnages, dont le roi, qui gagne du coup en complexité et en profondeur. Pas lui non plus. En fait, une série, contrairement à un film, peut se donner du temps pour développer l'intrigue. C'est ce qui fait la force Bah oui. des premières saisons de Game of Thrones. Bah, s'il vous plaît, allez expliquer ça à la roue du temps de Prime Video, là, parce que je vais péter un câble, hein. Aujourd'hui, c'est même devenu un média privilégié pour les adaptations. L'année dernière, on a enfin eu une vraie adaptation du livre Percy Jackson. Pas comme Quoi? Attends, mais j'ai pas vu ça passer, moi. adaptation. Que c'est que cette L'année histoire dernière, On a enfin eu une vraie adaptation Ah ouais? Oh bah, attends, faut que j'aille mater. Peut-être que je lise les bouquins d'abord. du J'avais lu les livre bouquins. Percy Jackson. Pas comme les deux films nuls où on a vieilli les persos pour s'adresser à un public adolescent, alors qu'en fait ça brise toute la cohérence thématique. Je suis Ah! Cette fois, c'est supervisé par l'auteur lui-même, fidèle, mais qui ose réinterpréter certaines choses. Par exemple, le personnage de Méduse n'est plus juste un obstacle. On prend le temps de développer son origin story tragique. C'est pas la seule adaptation ratée des années 2000-2010 à avoir une seconde chance en série. Prenez La Croisée des Mondes, La Cité des Ténèbres, les désastreuses aventures des La Croisée des Mondes. Donc, His Dark Material, le nom de la série, parce que c'est le nom du bouquin à la base, pas La Croisée des Mondes.
Oh, c'est trop bien. J'avais lu ça quand j'étais petit, j'avais trop kiffé et tout, j'étais trop fan. Mais la série qu'ils ont faite là, elle est trop bien la série. Elle est trop belle, j'adore les personnages, j'adore les musiques, j'adore l'histoire, je trouve ça trop bien. Ils ont rien mis en... Il y a rien qui est en trop dans la série. Il y a peut-être des trucs qui sont pas assez, peut-être. Il y a peut-être pas assez, mais il n'y a pas du tout trop. La série elle passe super vite. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller mater His Dark Material. C'est HBO, hein, donc BBC? Non, mais je crois que c'est HBO. Hein. Bref, c'est dispo, je pense sur Canal ou un truc dans le genre, sur Max. Moi, je matais ça sur Canal, donc je sais plus sur quelle plateforme c'est, mais ça doit être sur Max ou un truc dans le genre. Et c'est vraiment trop bien. Je crois qu'il y a que 3 saisons. Donc ça se mate vite, hein, en plus. Le générique est incroyable, c'est magnifique. Et si jamais vous n'avez pas lu, je vous conseille aussi d'aller lire parce que c'est vraiment très beau. En fait, c'est des livres pour enfants. Non, en fait, c'est de la merde. Je pense que c'est pas du tout des livres pour enfants. En fait, c'est vraiment bresson. Genre, il se passe vraiment des trucs assez bressons en vrai. Et même dans la série, hein. Mais c'est juste que c'est pas montré explicitement pour le coup. Mais il y a quand même des enfants qui meurent, quoi. Donc, pas commun non plus. Mais c'est vachement bien. Vraiment vachement bien. Je conseillerais à n'importe qui d'aller lire. À la croisée des mondes. Faut pas mater le film qui est sorti, je sais plus quand. Il y a un film qui est sorti, adaptant le premier tome. C'est de la grosse merde. Faut surtout pas aller le mater. Mais faut mater la série. Et en vrai, autrement, faut lire les bouquins. Parce que les bouquins sont vraiment trop bien. Le mieux, c'est d'aller lire les bouquins et de mater la série après. Parce que vraiment, c'est trop bien. Croisée des mondes, la cité des ténèbres, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Depuis quelques années, les moyens des budgets des séries rivalisent avec celui du cinéma, trop bien, ce qui en fait le format idéal. On a plus de temps et le découpage en épisodes renvoie à série en chapitres. Et d'ailleurs, dernièrement, une nouvelle adaptation d'Harry Potter a été annoncée en série. Mais les fans sont pas très emballés. Ah ouais, moi je suis hype. Depuis quelques années, la franchise bat de l'aile. Moi je suis hype, je suis hype par la série Harry Potter. Dans tous les cas, je la battrai. J'espère qu'ils vont faire du bon boulot, quoi. Ça, vraiment, je croise les doigts, j'aimerais bien. Ça fait chier quand ils déglinguent une œuvre, mais bon, ils ont moyen de faire du bon boulot. S'ils font une saison par tome, en vrai, en plus, c'est le truc le plus malin à faire, quoi. Une saison par tome, en vrai. Comme ça, tu prends vraiment le temps de développer Poudlard, tu prends vraiment le temps de développer chaque tome, chaque œuvre. Enfin, c'est l'idéal, quoi. Le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'ils essaient pas de d'étirer, quoi. Faut pas essayer de d'étirer et tout. Faites une adaptation des livres. Juste des livres. Vous pouvez rajouter un petit truc par-ci par-là, mais essayez pas d'aller rajouter 10 000 trucs et tout, quoi. Genre, à un moment, faut arrêter. On adapte le truc et voilà, quoi. On a déjà eu une adaptation d'Harry Potter. Là, on verra. Moi, je veux un truc fidèle au livre qui développe vraiment l'univers des sorciers parce que il y a tellement de trucs qui sont pas dans les films qui mériteraient d'être racontés que ce serait bête de pas le faire. On sent que c'est juste pour la thune. Y a pas eu assez de temps depuis l'adaptation au cinéma. On va forcément comparer cette... Wow. Quelle année? C'est juste pour la Harry thune. Potter 7? Y a pas eu assez de... Ah, 2011, oui, non, ça fait pas si longtemps que ça. Temps depuis 13 ans. l'adaptation au cinéma. On va forcément comparer cette nouvelle version aux films qui ont marqué toute une génération et ont amené beaucoup de gens à découvrir cet univers. Ça arrive que des livres aient plusieurs adaptations. Dracula, Frankenstein ou même Sherlock Holmes. On se concentre alors plus juste sur le respect de l'œuvre originale, mais sur ce que chaque nouvelle version apporte. Comment l'œuvre grandit au fil du temps. Il y a qu'à voir Blade Runner, si ça ne tenait qu'à moi, évidemment, on en aurait parlé. En tout cas, pour Harry Potter, par exemple, ce sera l'occasion de développer des passages oubliés, comme les maraudeurs ou le passage Voldemort. De quoi encore alimenter le débat sur qui du livre ou de ses adaptations. De quoi? Le passé de Voldemort. De quoi encore le passé de Voldemort. Oui, bah oui, c'est vrai que le passé de Voldemort est beaucoup plus développé dans les bouquins puisque Dumbledore voyage dans les souvenirs de gens qui ont connu Voldemort. Je crois qu'on le fait un peu dans les films, mais on le fait très peu, alors que Dumbledore le fait beaucoup dans les bouquins. Et donc on voit vraiment son enfance, on voit ses parents, il me semble, et tout, à Voldemort. On voit comment il a été éduqué, on voit par qui on voit d'où il vient, sa famille, ses liens. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus développé, quoi. A fait mieux, lequel on préfère, et surtout, pourquoi. Encore merci à CyberGhost VPN. Protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois grâce au lien en description. Bah en vrai, j'ai kiffé cette vidéo. J'adore ces trucs de comparaison bouquins et livres, bouquins et films. J'avais commencé à faire un peu des concepts comme ça sur ma chaîne principale. Il faudrait d'ailleurs que je recommence. C'était cool, j'aimais bien faire ça. Ouais, super vidéo.